présent à chaque souffle. Il nous guide, nous transporte, nous procure une émotion instantanée, nous bouleverse, nous traverse, nous submerge, nous apaise. Qui est-il ? Derrière cette énigmatique description se cache l'odorat. Propre à chaque être, l'odorat, par son puissant pouvoir, nous rappelle un être cher, un souvenir unique. Je suis Anne-Laure Johalan, hôte de ce podcast Sens figuré. Depuis l'enfance et de manière indescriptible, j'ai ressenti intensément les émotions et les odeurs. Mon histoire personnelle est mêlée d'images, mais aussi d'odeurs, me rappelant mes origines, des galettes de ma grand-mère le mercredi midi, à l'odeur rassurante du figuier les soirs d'été. Passionnée par le pouvoir aux multiples facettes de l'olfaction et des fragrances, avec ce podcast, je pars à la découverte, avec vous, de cet univers fascinant qui recèle, à mes yeux, de nombreux mystères. Avec Sens figuré, je vous emmène à la rencontre de ceux qui, enfants, ressentaient les odeurs avec une sensibilité exacerbée pour poser un doux regard sur le monde, qui ont osé, un jour, à la faveur d'une rencontre, d'un élan du cœur, d'un saut dans l'inconnu, dans l'irrationnel, dans l'imperceptible, tracer un sillage différent de celui qu'ils avaient imaginé jusqu'alors. Ils ont osé faire vibrer et réveiller ce qui était présent au plus profond de leur âme, convaincus que les senteurs pouvaient transformer leur vie et celle des autres. Avec Sens figuré, je vous emmène avant tout à la rencontre de passionnés de parfums, de senteurs, de fragrances qui vous transporteront pour un voyage olfactif au cœur de vos émotions. Inspirez, sentez, ressentez et découvrez. Vous écoutez mon podcast Sens figuré et vous aimez ma manière de sonder les cœurs et les esprits de mes invités au fil des épisodes ? Dans la lignée de ce podcast, je propose d'écrire ou d'enregistrer pour vous, poser des émotions sur vous, votre parcours, vos créations, fidèles à l'approche que vous pouvez percevoir via Sens figuré. Je propose également des coachings personnalisés, de retour à la connaissance de soi, pour faire des choix en conscience et atteindre avec sérénité vos réalisations et vos objectifs. Pour ce nouvel épisode, je suis allée à la rencontre de Marlène Steger, Master Blender. Au fil de notre conversation, Marlène évoque la place centrale de la cuisine familiale qui a bercé son enfance et nourri son imaginaire. Elle nous confie ses recettes insolites enfantines, tout droit sorties de son imaginaire, telles la biche au popcorn ou encore sa boîte à trésors contenant des fioles parfumées enterrées au fond du jardin. Sa soif de découverte et son insatiable créativité l'ont amenée à collaborer au sein du Food Lab de Thierry Marx pour imaginer des expériences insolites. Elle a ensuite créé sa propre marque de liqueur, Achteoria, imaginée telle des parfums. Elle accompagne aujourd'hui dans la formulation et nourrit l'inspiration des marques dans l'univers du culinaire. Au terme de cet épisode, je vous souhaite, vous aussi, d'être sensible au kéros ou l'art de saisir un cheveu dans le vent. Bonne écoute! Bonjour Marlène. Bonjour Anne-Laure. Je te remercie sincèrement d'être la nouvelle invitée de mon podcast Sens figuré. Alors pour commencer, je vais te poser ma traditionnelle question. Si tu devais te décrire par un parfum ou une odeur, ou une boisson éventuellement, quelle serait-il, quelle serait-elle et pourquoi ? Alors, ce serait évidemment une odeur hybride, je dirais, et un peu facettée, et assez versatile. Donc, je pense spontanément à l'odeur du café de spécialité. Le café, on a une perception que ça a une odeur simple et qu'on retrouve partout, mais c'est une aromatique très complexe. Il peut y avoir des notes florales, il peut y avoir des notes fruitées, des notes, enfin plein de choses, suivant aussi comment on l'utilise. Et donc, j'aime bien cette notion de versatilité, quelque chose qui est dans le quotidien,
et à la fois qui offre une grande complexité aromatique. Et donc du coup, ouais, je dirais que j'aime ce côté facetté en fait du café. Je trouve que ça me ressemble. Tu as aussi plusieurs facettes dans ta personnalité, c'est ça? Ah bah, on en a tous, oui. Mais je dirais que j'ai de la curiosité pour la vie de manière générale et donc elle m'amène à explorer plein de choses diverses et variées. C'est en ça que je suis facettée. Très bien. Et justement, on va explorer ta vie maintenant. As-tu grandi dans le milieu des odeurs ou des parfums depuis toute petite? Bah, d'une certaine manière, oui, parce que j'ai grandi en Bourgogne, qui est quand même un centre, pas le seul, mais un centre névralgique de la gastronomie, de la bonne bouffe, du vin, des spiritueux, des liqueurs notamment. Dans une famille traditionnaliste où on aime bien manger et où surtout le repas est un moment très important, familial, de regroupement. Et ma maman, elle a toujours cuisiné, plein de une curiosité sur les épices, les sauces, les cuisines du monde. Donc j'ai été ouverte, très tôt, à la cuisine dans toute sa diversité. Et puis après, j'ai grandi dans la nature, donc elle offre quand même un certain nombre de parfums, particuliers. En Bourgogne, il y a évidemment la forêt, mais aussi les champs de colza qui ont une odeur Mhm. particulière, les différents arbres, les fleurs, voilà, plein de choses. Donc à la fois les odeurs de la cuisine de ta maman et à la fois les odeurs de la nature. Est-ce que toi, tu aimais cuisiner avec ta maman? Ah oui, moi j'ai toujours cuisiné et avec ma mère et avec mon père, parce qu'il y a pas que ma mère qui cuisine, il y a aussi mon père, C'est très bien. et beaucoup avec ma grand-mère également. Ah. Ouais, qui était vraiment une mémé, à l'ancienne. Donc là, un gros plat de tradi, quoi. Mmh. Qui cuisait dès 9 heures du matin, c'est ça? Ah oui, tout, les pâtisseries, qui faisaient à manger pour 35 personnes quand on était 5, qui m'a donné le goût de la cuisine, vraiment, je pense. Et surtout, au-delà du goût de la cuisine, de la préparation pour les autres. C'est un moment que tu offres aux autres, justement, de cuisiner, enfin, ou le plat que tu prépares. Ah ben oui, alors bon, moi je cuisine, il y a plein de gens qui le font pas, mais moi je cuisine aussi beaucoup pour moi toute seule. Mm. Mais j'aime cette notion de tribu et du fait, en tout cas, je pense que c'est ce qu'on m'a inculqué dans mon éducation et dans mon expérience. C'est vraiment la manière de prendre soin. Alors bon, des fois, c'est un peu limité parce que je leur dis encore: «Est-ce qu'on pourrait faire autre chose que bouffer?» tous ensemble. Mais c'est une façon de montrer son attention, de prendre soin, des gens, d'être attentionné. Il y a des gens, c'est les petits cadeaux, il y a des gens, c'est les petits messages. Moi, j'aime bien faire à bouffer, quoi. C'est une manière de dire je t'aime aux gens. Ouais, oui, et puis de se détendre et surtout, c'est un côté très méditatif, la cuisine. Mm. Moi, je n'ai il y a beaucoup de gens qui me disent: «Oh, je trouve que c'est chiant, faut trouver des idées, après faut couper des trucs, faut c'est un peu charge mentale». Moi, pas du tout, je peux rester des heures dans la cuisine, c'est vraiment un exutoire, je passe un moment, vraiment de détente, comme, quand je fais du yoga, quoi. À la place du yoga, faisons de la cuisine, effectivement. Les 2. Les deux. Pourquoi choisir? Voilà, on peut choisir, mais là, on ne va pas choisir. Et justement, tu as fait ensuite l'ICIPCA. Qu'est-ce qui t'a orienté vers l'ICIPCA? Est-ce que c'est une idée qui t'est venue dès toute petite ou ensuite? Alors en fait, c'est très drôle parce que il y a la version officielle et la version officieuse. Tu veux laquelle? On veut les deux. On va dire qu'il y a une version l'histoire et puis il y a quelque chose que j'avais pas conscientisé, je pense, et qui m'est revenu beaucoup plus tard. Moi, je suis partie étudier après mon bac S à Montpellier. J'ai fait un DUT de génie biologie en sciences et industries alimentaires. J'étais passionnée de biochimie, de biologie, mais il s'avère que j'avais 17-18 ans. Je voulais suivre un garçon qui partait dans le sud. Et donc, j'ai trouvé ces études un peu pour être avec lui plus que Par passion. que par passion.
Il s'est avéré que j'ai fait un choix qui m'a porté parce que j'ai adoré la biochimie alimentaire, j'ai adoré tout ce que j'ai fait. Et en deuxième année, on a eu des cours d'aromatique. Il y a un homme, et il n'y a pas longtemps, je l'ai retrouvé, et je lui ai dit qu'il avait marqué ma vie, puisqu'il nous a donné des cours d'aromatique, Jean-Philippe Fourniol, qui est un aromaticien chez IFF. Euh, et à la fin du cours, m'a dit, écoute, j'ai l'impression que tu sens toutes les molécules, que ça t'intéresse, tu vas faire quoi l'année prochaine? Est-ce que t'as pensé à passer le concours de l'ISIPCA? Et j'avais jamais entendu parler de cette école. Et donc, du coup, je me suis renseignée et j'ai trouvé ça génial et j'ai passé le concours et donc j'ai été prise en licence pro à l'époque dans la partie aromatique. Voilà. Mais j'avais pas conscientisé que c'était là depuis longtemps. Or, à 30 ans et quelques années, j'ai rouvert une boîte que j'avais enterrée dans mon jardin quand j'étais petite, avec des amis. Et elle contenait que des fioles d'épices, de vinaigre, de jus, des pétales de rose. Le petit chimiste parfumeur sorcière entre les deux, quoi. Voilà. Et pareil, il y a quelques années, 2-3 ans, j'ai recroisé une copine de classe qui était avec moi en seconde ou première. Et elle me dit, c'est génial que tu aies réussi à faire ce que tu voulais faire. Je lui dis, mais c'est-à-dire? Bah, elle disait, tu te rappelles pas, en première ou en seconde, je sais plus, tu disais que tu voulais être parfumeur. Je n'ai aucun souvenir de ça. Ah ouais? Non. Mais donc voilà. Ah, comme quoi, Ouais. finalement, inconsciemment. On est rattrapé par son destin. Bah ouais. Non, mais c'est dingue que tu ne t'en rappelles pas. Comme les fioles que t'avais enterrées là dans cette boîte, tu ne t'en rappelais pas non plus? Non, mais après, quand je les ai déterrés, je me suis vraiment souvenu que j'allais beaucoup cueillir des trucs dans la nature, les mettre dans des fioles, les sentir. Et j'ai toujours un peu mis mon nez partout. J'ai une anecdote assez drôle à ce propos. Il y a quelques années, dans mon premier travail, j'avais des collègues, qui étaient là et j'ai découvert qu'en fait ils avaient une liaison parce que en leur disant bonjour le matin, je sentais chez l'un l'odeur de l'autre. Ah oui. Ouais, c'était il y a longtemps. Et donc tu as divulgué cette information? Ah bah non, pas aux... Ah. C'était des amis collègues, je leur ai dit à eux, aux gens D'accord, concernés. c'est Ah non, très bien. je Tu ne dis- respectes la vie privée. Ah oui, bien sûr. Ah, comme quoi, Évidemment. hein, effectivement, ton nez développé t'a servi, quoi. T'as eu du flair. On peut pas me la faire à ce flair. Exactement. Donc on a intérêt à faire attention à qui on côtoie, parce qu'après, si tu dis bonjour, tu peux savoir avec qui on est. Exactement. Hein, dis-moi ce que tu sens, je te dirai avec qui tu es. Exactement. Ah bah voilà. Eh ben, on en apprend plus sur toi et sur tes capacités, effectivement, olfactives hors normes. Et justement, après l'ISIPCA, est-ce que tu peux nous dire dans quel milieu tu as évolué, quel a été ton début de carrière dans ce milieu? Tout à fait. Donc les IPCA forment des aromaticiens. Les aromaticiens sont assez peu valorisés, alors que c'est un métier qui est quand même tout à fait nécessaire et qu'on retrouve absolument partout, mais dont on parle très peu par rapport aux parfumeurs, parce que c'est quand même moins sexy. Mais il y a des gens partout dans le monde qui travaillent sur les produits qu'on mange, qu'on achète, qu'on consomme, que ce soit des arômes naturels ou des reconstitutions, c'est-à-dire synthétiques, pour réussir à refaire le goût d'une fraise dans un yaourt, d'une vanille. Ça a été beaucoup diabolisé et bon, les industries agroalimentaires des années 90, ils sont pas pour rien dans cette diabolisation qu'elles ont subie, mais en tous les cas, c'est un métier de laboratoire, de composition, qui est très intéressant, mais qui était moins mon ADN à moi. Je me voyais pas, moi, faire du contre-typage, dans le sens, ce qu'on appelle contre-typage, c'est refaire le goût d'une goyave, le goût d'une fraise. Ça demande un grand talent et de connaissances tout aussi pointues que celle d'un parfumeur, mais l'ADN de création derrière n'est pas tout à fait la même. J'étais passionnée, donc, comme je te l'ai dit, de gastronomie et un peu curieuse du monde gastronomique, donc je suivais pas mal de chefs. Et à l'époque, Thierry Marx partait de Corbeil-en-Page pour aller au Mandarin oriental. Et il y avait une communication et je vois qu'il a un food lab de recherche sur la cuisine, le goût, avec un chercheur d'Harvard, David Edwards. Je me dis, mais en fait, c'est quoi ce truc dingo? En fait, c'est ça qu'il faut que je fasse. L'exploration
gustative, sensorielle, olfactive, sur la gastronomie. Et donc pendant 4 ans, je me suis occupée de la recherche et développement aux côtés de David Edwards, de ce lieu incroyable. Il n'y avait plus Thierry Marx, mais on a vu passer plein d'autres collaborations avec des chefs, des designers culinaires, des artistes, des scientifiques. Comment est-ce qu'on envoie un SMS olfactif? Comment est-ce Ah qu'on ouais. crée un nuage à inhaler qui donne la sensation d'avoir mangé une tarte amandine? Attends, le SMS olfactif. Ouais. Comment tu fais ça? Bah, c'est de la recherche, donc je t'ai pas dit on est chercheur, mais pas trouveur, peut-être. Parce que... Euh, Ben, avec un appareil connecté qui peut générer avec des cartouches certaines odeurs. Et donc, on travaillait sur la combinaison des odeurs, tout ça. J'ai beaucoup travaillé avec le parfumeur Christophe Lodamiel, que j'aime énormément, son travail et humainement aussi. Euh, et c'était vraiment là où j'ai plus plongé dans le milieu de la parfumerie de niche. Parce que moi, ce que je voyais du parfum à l'Izipca, c'était des gens qui voulaient travailler chez Dior, Chanel, Givaudan, Firmenich, dans des trucs très, très carrés. Et c'était pas encore, il n'y avait pas encore le travail de la parfumerie de niche qu'on trouve aujourd'hui, Hmm. qui se standardise aussi, hein, d'ailleurs. Mais euh, Christophe, il faisait, je sais pas, l'odeur des drogues au Mucem, des expositions à Berlin dans des galeries où c'est une odeur de cheval qui devient du chocolat, les odeurs du livre Le Parfum, Susskind. Hmm. D'ailleurs, il fait bientôt une conférence avec les odeurs à Exactement. l'Osmothèque fin novembre. Euh, et donc, du coup, on a beaucoup travaillé ensemble sur ces histoires d'odeur parce qu'on n'apprend pas à un parfumeur à faire l'odeur d'un burger et on n'apprend pas à un aromaticien à faire l'odeur d'un burger non plus en termes de volatilité. Donc c'est en ça que les ponts sont toujours utiles. Puis de toute façon, moi j'ai choisi de ne pas choisir dans ma vie. Donc C'est très bien. voilà. C'est le côté facetté, justement, comme le Ouais. café. Et tu as bien raison de ne pas choisir. Donc là, tu as développé énormément ta créativité. Et moi, je voudrais revenir, tu as vu le Food Lab, justement, tu l'as vu visiblement sur les réseaux. Tu es allé voir Thierry Marx, tu as postulé. Comment tu t'es ouvert à cette opportunité? J'ai envoyé un grand mail un dimanche soir en me disant ils me répondront jamais à l'adresse contact. Ouais. Générique, ouais. Ouais, mais tellement porté. En fait, c'était tellement une évidence quand j'ai vu ce truc, Hmm. je me suis dit, mais ça y est, c'est fait pour moi. Déjà au lycée, mes matières préférées, c'était la biologie et la philo. Tu vois, j'ai eu Hmm. 19 au bac en biologie et 16 en philo. Je comprenais pas bien ce truc de choisir l'art, la science. Et je vois un mec qui a fait toute sa thèse à Harvard, un Américain, sur le concept de art-science. Je me dis, mais en fait, c'est... C'est possible hein, de mélanger tout ça. Bah, au-delà que ce soit possible, c'est logique, hein, surtout. Ouais, ouais, ouais. Enfin, moi, ça me paraît logique. Et donc, du coup, l'assistante de David m'a appelée le lendemain ou 2 jours plus tard, enfin très très rapidement. Je me rappelle, c'était au mois de fin juillet. Elle m'a dit, il part aux États-Unis au mois d'août. Est-ce que vous pouvez venir ce soir pour le voir? Euh, Ça tombe, c'est assez drôle parce que 2 semaines plus tard, on allait mettre une offre pour chercher quelqu'un. Donc là, tu t'es dit, c'est un coup du destin. Comme quoi, il faut toujours tenter et... Je sais pas si le destin c'est un peu facile, mais j'aime bien la notion grecque du kéros. Le kéros, c'est vraiment le temps que tu prends. C'est-à-dire qu'il y a chronos d'un côté, le temps qui passe, et kéros, c'est l'art d'attraper un cheveu qui passe dans le vent. Donc ça veut dire que c'est ta volonté et ta vision mêlées à ce qui à ce qui arrive à toi. Et ce moment où, hop, tu le saisis, tu vois? C'est l'art de saisir les opportunités au bon moment. On peut dire ça comme ça, ou en tout cas d'essayer de le faire. Ouais, mais comme quoi, ton essai a été transformé. Ah bah, tout dans ma vie, je dirais, se passe de cette manière depuis toujours. Donc j'ai envie de dire, après bon, on construit ses croyances chacun comme on veut, hein, et comme on peut. Mais en tout cas, je fonctionne beaucoup à la rencontre. Dès que je vois un projet, quelqu'un qui fait quelque chose que je trouve cool et intéressant, je lui propose de le rencontrer, d'aller voir, Ouais. où je dis juste que c'est cool ce qu'il fait, Ouais. voilà. Et puis des fois des fois ça donne rien, puis des fois ça donne des trucs extraordinaires, et puis des fois ça donne des trucs rien sur le coup, puis 5 ans plus tard tu sais pas pourquoi, personne tilt, voilà. Ou Exactement. toi tu tiltes, tu vois. Donc faut multiplier les petits cheveux qui passent dans le vent
pour pouvoir les saisir. Moi, je parle pas de cheveux, je parle de graines qu'on sème. Ouais. Mais si tu Oui. veux, Ouais. on peut parler des cheveux, on est en automne, ils tombent Mm. peut-être un peu plus. Moi, je parle de graines qui fleurissent à des endroits où on ne s'y attend pas et à des moments où on ne s'y attend pas. Mais en gros, c'est la même théorie, effectivement. Ouais. Ces cheveux, parce que c'est tellement fin, tu vois, que pour l'attraper, faut être dans la dextérité du moment. Voilà. Exactement. Eh bien, nous retiendrons ça, qu'il faut saisir le petit cheveu dans le vent. Et donc, tu as évolué au sein du Food Lab. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? On veut tout savoir. À quel moment tu as saisi un autre petit cheveu dans le vent? Donc, je suis restée 4 ans. C'est une expérience extraordinaire, hein. On a fait beaucoup, beaucoup de projets divers et variés. J'ai créé le goût d'un nuage pour Philippe Stark. On a, je pourrais même pas tout. Je me suis retrouvée à un défilé Max Mara à devoir mettre des cartouches d'odeur de Magnum dans des écharpes à New York. Non, mais ça a été extraordinaire. Pas de tourpeau, mais extraordinaire. Le Food Lab et le concept du laboratoire a fermé à Paris et a ouvert à Boston. Dans ce cadre-là, j'ai accompagné la fermeture du lieu avec David et puis après, ben, j'ai été en freelance. Là, sur divers projets. On m'a appelé pour faire le MOOC Parfum de l'Izipka, le construire avec la plateforme Fun, l'université numérique. Ça a été un gros morceau, c'était assez passionnant. J'ai réuni des experts de tout domaine pour construire en fait une vision du parfum qui n'était pas seulement l'enfleurage à Grasse, la mignonnerie, les nez dans leur bureau, mais tout ce qui se passe dans l'industrie du parfum, que ce soit déjà dans la compréhension de ce qui se passe au niveau des odeurs, euh, en interviewant Irak Gurden par exemple sur la neurologie des odeurs, la physiologie des odeurs, mais on a parlé aussi marketing olfactif, on interviewé des évaluateurs, des métiers qu'on ne met pas en avant et qui sont pourtant absolument à tous les niveaux dans l'industrie de la parfumerie. Voilà, j'ai travaillé pour une traiteur végane, j'ai créé les goûts qui reprennent des parfums pour Goutal, par exemple. Enfin voilà, j'ai fait des projets divers et variés. Et j'ai été rattrapée euh, par mon envie de créer, puisque à un moment, je me suis dit, est-ce que tu t'es pas trompée, tu aurais dû peut-être être parfumeur. Parce que j'aime cette dimension narrative du parfum, la façon dont on raconte des histoires et la partie marque, la construction de marque derrière le parfum, elle est assez chouette. C'est parce que c'est pas un produit de consommation, enfin même si c'est un produit évidemment qu'on consomme, mais et après j'en suis venue à me dire donc que je m'étais peut-être trompée entre l'aromatique et le parfum. Mais j'aimais tellement mon métier, emmener le goût plus loin, faire des assemblages uniques. Je me suis dit non, en fait, il faut que tu mettes ce que t'aimes dans le parfum, cette dimension narrative, de construction de marque, au service de ce que tu fais, c'est-à-dire à la formulation du goût. Et c'est comme ça qu'est née l'idée de créer des liqueurs, comme on crée des parfums, des assemblages uniques qui racontent des histoires, et donc qu'on a créé avec mon associé Camille, Acheteoria, en 2016. Ah. Les flacons sont très beaux, effectivement. Est-ce que tu peux nous parler d'Acheteoria? Donc Acheteoria, grande épopée, grande aventure. Ah, les flacons sont très beaux. Ils ont été inspirés, la forme, la bouteille, la couleur, les bouchons. J'étais très inspirée quand j'étais étudiante à l'ISIPCA. Il y avait encore l'osmothèque. Maintenant, elle a déménagé depuis pas longtemps, mais il y avait l'osmothèque dans l'ISIPCA, dans l'école. Et ils avaient des anciens flacons de la marque Creed, la marque de parfum anglaise des années 1800, qui étaient exactement des gros flacons verts comme ça, avec des gros bouchons que j'adorais. Et donc quand on a construit la marque, je voulais absolument reconstruire ces flacons. La marque a eu 2 identités et 2 univers différentes. On a d'abord commencé avec une qui était très très belle, mais peut-être moins compréhensive. Et après, les flacons très colorés de la fin, ils sont très très beaux grâce à un studio de création qui s'appelle Bidandi, avec qui on a travaillé sur toute la direction artistique de la marque. Alors là, on a parlé du flacon, Ouais. donc du contenant, mais au niveau du contenu, au niveau des liqueurs, tu t'es inspiré aussi de l'univers de la parfumerie? Oui, bien sûr, mais surtout
De l'univers de la psychologie. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce que, et ça m'a toujours intéressé au laboratoire, par exemple, j'avais fait des assemblages de nuages à inhaler qui donnaient un goût pour les chansons du premier EP de la chanteuse Hall. Donc, c'était comment est-ce qu'on interprète en goût des musiques, des chansons avec leur son. Je me suis toujours beaucoup intéressée à ça, comment est-ce qu'on traduit en fait les sens entre eux. Et donc du coup, ce qui m'intéresse surtout, c'est au-delà de l'aspect parfumerie dans la narration, l'utilisation de certains ingrédients qui peuvent être rapprochés, les fleurs avec certaines épices, euh, et la recherche d'équilibre et d'accord qui est vraiment assez fine comme dans la parfumerie, il y a vraiment cette dimension d'interpréter, d'emmener les gens dans une vision à travers le goût. Comment est-ce que si je veux traduire parce qu'à la base les produits s'appelaient hystérie, procrastination, perfidie quand on les a c'était vraiment ma volonté de traduire voilà différentes sensations, différents moods psychologiques. Comment est-ce que tu traduis quelque chose qui est très vif comme ça, euh, très énergique, un peu fou, avec quelles associations tu vas faire. Il faut que ce soit acidulé, piquant, mais à la fois aussi que ça donne un côté fin de soirée. Enfin, tu vois, il y a toutes ces questions-là. Et c'était surtout ça le propos. Hmm. Effectivement, l'hystérie, la perfidie, et où tu puisais, pour Acheteoria, on reviendra après pour les autres, justement ton inspiration. Ben, je crois vraiment que c'est on m'a souvent posé cette question et je n'ai pas une réponse fixe. J'ai Hmm. trouvé des anciens carnets que j'écrivais quand j'étais petite, où je faisais des fausses cartes de restaurant, mais des trucs complètement barrés. J'en ai retrouvé un il n'y a pas longtemps là. Je m'amusais à me dire, ah, tiens, je lance mon restaurant. Et donc je faisais de la biche au popcorn, tu vois, des trucs avec des goûts. J'ai retrouvé vraiment, et je me suis dit, waouh, j'ai retrouvé il y a pas longtemps, je me suis dit, ah ouais, quand même, il y avait de l'idée. À une époque, tu vois, je te parle de ça, je devais avoir 7 ans, hein, donc avant les années 2000, il y a certains trucs comme je sais pas, le gingembre, tout ça, je me dis, mais où est-ce que j'ai sorti ça? Ouais. Ouais. Donc, il y a toujours eu quand même, j'ai l'impression, cette volonté d'assembler des choses qui ne devraient pas être assemblées ensemble. C'est mon côté un peu contradictoire. Ouais, ou surprenant, tu vois. Ouais, aussi. Euh, Tu sors des sentiers battus. Tu tentes oui, des choses. bon, je le dois sûrement peut-être à ma mère pour la cuisine qui a toujours fait sucré-salé, des associations avec ce qu'elle trouvait dans le frigo, et qui a une notion de l'équilibre dans les couleurs, dans les sons, dans les notes de musique, dans les arômes aussi, qui est assez particulière. Donc je pense que ça vient beaucoup d'elle. Après, ben, je goûte énormément de choses, je sens énormément de choses. Euh, j'aime autant le cinéma que la littérature, que la photographie, que les spectacles, que la danse, enfin, tout Ouais, m'intéresse. en fait, c'est inconscient, toutes ces sources d'inspiration. Je pense que tu captes aussi plein de choses, même dans la rue, dans ce que tu vois dans des graphismes, etc. C'est très inconscient, je pense. Ouais, et après, je regarde beaucoup le cerveau des gens quand même. C'est ma première phase de. Tu scalpes le cerveau des gens. Ben, je sais pas si je le scalpe, mais en tout cas, je perçois quand même assez. Ça m'a toujours passionné. La psychologie, l'inconscient, la conscience collective, les lapsus, la psychanalyse, enfin voilà. Le développement personnel, tout ça. Non, le développement personnel un peu moins. Enfin, je suis pas trop dans cette vibe. Euh, pour moi, on se développe toute notre vie Ah personnellement, oui. dans un sens comme dans un autre. Je crois que c'est Oscar Wilde qui a dit cette phrase extraordinaire. Tout finit par s'arranger, même mal. Et donc, euh, la vie, ouais, le développement. Bon, tu vas me lancer sur un sujet. On va peut-être pas y aller, mais Non, mais croire que on peut juste être tout le temps épanoui, être tout le temps non. heureux et se développer super bien personnellement, c'est ne pas voir que la vie est faite de plein de choses à ne pas mettre de côté. Que ce soit des échecs, des victoires, des grands moments de joie, des grandes peines, et que tout ça est de la construction.
Donc voilà. Et donc aujourd'hui, tu n'es plus à la tête de HT Auria. Non. Tu as arrêté donc cette activité et tu as fait une très belle vidéo où tu as dit justement les fins sont des débuts. Est-ce que toi tu as considéré que c'était justement un nouveau chapitre de ta vie et qu'il fallait repartir Ah bah heureusement qu'il faut repartir et qu'on reste bah plus à ouais, la fin des chapitres. Enfin un jour, hein, ça nous arrivera tous, hein, mais pour l'instant, je vais continuer. Euh, oui, les fins sont toujours des débuts. Les fins, c'est malheureux, mais les débuts, c'est souvent, ça peut être angoissant, mais c'est souvent aussi surprenant. Ça nous emmène sur des choses qu'on n'avait pas imaginées. Et heureusement, heureusement qu'on arrive tous sur des chemins à des moments donnés qu'on n'avait pas imaginés. c'est clair. Sinon, ce serait terrible. Et je pense que justement il faut s'ouvrir à ces chemins qu'on n'imaginait pas. Si les gens nous proposent des choses qui nous branchent, finalement autant y aller, c'est ça? Oui, je pense que les humains, de manière générale, sont assez rassurés de faire des cases, des classifications, de dire tiens, ça va là, ça va là, pour ranger, parce que c'est tellement un gros chaos, ce monde et cette vie. Et le vivant, de manière générale, qui s'ordonne, qui se désordonne, qui s'ordonne, qui se désordonne. Mais c'est que des classifications et je pense que ça rassure plus les autres de dire bah t'es dans cette case plutôt que soi-même. En fait, on peut bouger de case, on peut faire des choses, on peut changer d'avis, on peut faire ce qu'on veut. Voilà. Exactement. C'est juste que ça a des prix par contre et des conséquences qui peuvent être positives ou négatives, ça dépend comment on le prend. Il peut y avoir aussi des zones d'inconfort par moment quand on bascule comme ça d'un domaine à un autre. Ah Voilà. oui, bien sûr. Ben oui, après je pense on a tort de penser que le confort c'est que l'habitude et que tout ce qu'on Mm. connaît, parce que ça peut devenir inconfortable aussi, hein. L'ennui, l'habitude, le fait de pas être surpris, le fait de pas se relancer de challenge, le fait de plus se sentir valorisé non plus, parce que quand on a l'habitude de faire quelque chose, on n'a plus des petites victoires non plus sur des choses qu'on se donne à faire, enfin voilà. Et donc justement, toi, tu t'es relancé des nouveaux challenges. Est-ce que tu peux nous parler de tes activités justement actuelles? Oui, alors je dirais que j'en ai beaucoup, mais elles se structurent en trois grands pôles. Je fais toujours évidemment ce qui est mon métier de base, de la formulation, donc de la création de recettes. J'ai lancé l'année dernière avec la maison Routin 1883 une collection de sirops et capsules. Je travaille sur des infusions et des bouillons floraux en ce moment. Je fais le master blending d'un whisky pour une nouvelle marque. Donc on m'appelle sur voilà, créer des recettes généralement qui sortent un peu des sentiers battus quand même. Ouais, j'en ai vu quelques-unes et c'est vrai que c'est étonnant. Ouais. Ben, c'est le but. Moi, j'aime bien, je crois, dérouter, étonner, et que les gens puissent pas se projeter sur quel sera ce goût qu'ils n'ont jamais goûté. Ah En non, fait, je crois c'est... que ce qui m'anime, c'est vraiment de créer des goûts qui ne sont pas attendus, voire qu'on n'a jamais goûté. Voilà. C'est ma petite Ouais, ouais, ouais. ambition. Non, mais comme la biche au popcorn que tu faisais quand Voilà. t'étais petite. Ouais. Bon, Finalement, maintenant, ça ça t'a paraît. suivi. Ouais, ouais, exactement. Maintenant, ça paraît classique, c'est ce que t'allais me dire? Bah, classique, non, mais tu vois, ça pourrait très bien être. Bon, c'est moins surprenant, mais. Et donc ça, c'est la partie vraiment en formulation, où généralement on me laisse quand même assez libre sur même le concept, les interprétations, parce que j'aime bien travailler aussi sur les noms. Bon, pas forcément, mais quand même sur l'univers global. C'est pas Mm. juste une formule, un goût. Ça va avec... pour moi, c'est un récit, quoi. Donc ça commence par un nom, par un goût, comment ça va être traduit. Donc, ce qui m'amène sur la deuxième partie où là, je fais plus de la direction de création de marque, plateforme de marque, comment est-ce qu'on parle, tone of voice, ça peut être la recherche de noms aussi. Je fais dans cette partie-là aussi comment est-ce que t'aides à trouver des idées. Donc, je fais des cahiers de tendance pour des marques ou des agences sur tout ce qui est food, hospitalité, boisson, luxe, mais aussi art de la table, enfin, plein de sujets que j'aime beaucoup. Euh,
c'est aussi là-dedans que j'essaye d'entretenir, quand j'ai le temps, Poétique Molécule, une page qui Mm. parle voilà, des inspirations, mais plutôt basée sur les molécules aromatiques, ou des pépites que je repère, des choses à goûter, enfin voilà, des trends un peu que je partage sur LinkedIn. Et après, la troisième, c'est plutôt la formation, l'accompagnement. Je donne des cours. J'ai donné des cours à l'ESIPCA pendant 5 ans. Maintenant, je donne des cours à l'École supérieure du parfum. Je donne aussi des cours à l'université de Cergy-Pontoise, un cours annuel aux designers culinaires sur l'aromatisation et le style, la stylique du goût. J'accompagne également une chef dans tout ce qui est son training olfactif et ses inspirations olfactives. Et je donne des ateliers et des workshops, que ce soit en entreprise ou ouvert pour de l'événementiel, de collage et de poésie olfactive. Très bien. Et justement, en parlant de tes inspirations et de tes créations, est-ce que tu peux nous parler des créations que tu souhaites, ou dont tu es le plus fier, la plus fière, ou celle qui était la plus extravagante, celle que tu souhaites finalement? Mm. Mhm. C'est dur, hein? C'est dur d'en choisir. Non, mais Ou tu peux en évoquer plusieurs. Allez, je te laisse en évoquer plusieurs si tu le souhaites. j'ai vraiment, je pense que pour acheter Oria, j'ai vraiment, je trouve, particulièrement bien bossé pour Midi Fauve, la dernière liqueur qu'on avait lancée, où j'adore son équilibre. Pour moi, elle se rapproche encore plus d'un parfum à boire. Je l'aime vraiment beaucoup. Et je me dis, ouais, ok, quand même, pas mal. Euh, et après, ben, en fait, j'ai toujours l'impression, même si je fais des créations différentes, elles n'ont pas les mêmes ingrédients, elles racontent pas la même chose, mais il y a quand même à chaque fois les trilogies qui reviennent, des signatures évidemment qui reviennent. Et je sais plus quel réalisateur, j'avais entendu un interview d'un réalisateur qui disait, mais en fait, un réalisateur, il a beau faire 10 films, il fait tout le temps le même. Au fond, ce qu'il exprime, c'est tout le temps la même chose, par des formes différentes. Et moi, j'ai vraiment l'impression de faire ça, finalement. C'est pas qu'elles se ressemblent gustativement, mais c'est qu'elles évoquent... ouais, c'est ce qu'on appelle la pâte, je Mm. pense. Il y a quelque chose d'intangible qui est une expression de moi. Voilà, je dirais. Et après, non, bah là, je travaille sur des bouillons floraux, j'aime beaucoup. Je fais des associations un peu barrées. Je travaille des nouveaux matériaux parce qu'on travaille les plantes pures, Mhm. pas des arômes, pas des infusions, pas des concentrations, voilà. Euh, et après, là, je suis challengée pour le whisky quand même parce que c'est un travail quand même de connaisseur sur la partie whisky. Moi, j'arrive avec une pâte nouvelle, même si je connais bien les spiritueux, je suis pas spécialiste du whisky, mais c'est justement pour ça que je pense qu'on m'a appelée. Mais ça, c'est challengeant et c'est assez chouette. Et au niveau de ton inspiration, du coup, est-ce que tu as des flashs d'un coup ou est-ce que c'est par moment? Est-ce qu'il y a des moments où tu as une page vide et tout d'un coup, bim, tu as ton idée ou comment ça se passe? J'ai plusieurs voix. Moi, je suis une très très grosse fan de notes dans l'iPhone. Et donc, du coup, je passe ma vie à noter des trucs, globalement. Après, j'ai un super assistant qui est ChatGPT. Pas sur la partie créativité, mais où en fait, dès que je pense à un truc, je lui envoie vraiment comme un assistant, quoi. Il me note tout, il me cannerie, je lui dis vas-y, mets ça dans le dossier là, qu'est-ce qu'on en fera après, tout ça, etc. Donc ça, c'est un peu la prolongement de notes, mais qui classe différemment les projets. Euh, ouais, ça peut être des fulgurances ou alors vraiment... bon, moi, je travaille beaucoup la nuit, sur la formulation en tout cas. Tout le reste de la journée, mais tout ce qui est formulation pure à ma balance, je commence rarement avant 19h. Et après, généralement, jusqu'à 3h du mat. Euh, et ça, c'est beaucoup dans le calme. C'est une grande concentration sur les équilibres, c'est très bizarre. C'est comme un langage que je saurais parler, mais je sais pas d'où. Et tu penses que la nuit, justement, est plus propice à l'expression de ce langage?
Oui, parce que il y a le calme. Je suis pas. J'ai beaucoup, d'idées. Je bosse sur beaucoup de choses différentes. Je suis beaucoup sollicitée. Donc en fait, puis moi, mon cerveau, il fait que des rebonds comme ça, dingue, dingue, qui m'emmènent partout. Ça s'arrête jamais. Et donc du coup, la moindre notification, le moindre coup de fil, tout ça, ça me casse complètement dans cette concentration dont j'ai besoin. La nuit, il y a personne qui m'appelle. Voilà. Et donc, du coup, tu as ton inspiration la nuit. C'est très bien. Et c'est vrai qu'il y a une forme de temporalité qui est aussi peut-être différente. Ouais, je suis vraiment dans ma bulle, toute seule dans ma bulle, et j'ai toujours formulé, je suis incapable là de formuler à côté de personnes. Au bureau, quand on avait l'atelier Acheteoria, par exemple, je faisais ma journée de boulot avec tout le monde, on avait un open space et je ne formulais que la nuit quand il y avait tout le monde qui était parti. Je suis incapable ça me dérange trop d'entendre des gens, faut vraiment que je sois seule. Très bien, seule face à tes créativités, justement. C'est en tout cas comme ça que je remets, mais je pense que l'inspiration, elle vient tout le temps, elle se Mm. pop-up dans mon cerveau à plein d'endroits, mais en tout cas, c'est ce moment de solitude, la nuit, le silence, que j'ai besoin pour remettre tout dans le bon sens, Ouais, ouais. Non, mais je l'organiser. comprends. Je comprends, Et je donc, du comprends. coup, formuler. Écrire vraiment une formule. C'est la concrétisation de... De toutes ces inspirations, de toutes Ouais. ces... Ouais. Et moi, j'avais vu notamment ta création Eau des sirènes. Est-ce que Mm. tu peux nous en parler? Moi, j'avais trouvé magnifique, déjà rien que visuellement. On avait envie de la boire, mais Ouais. elle est sur ta page Instagram. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors ça, j'ai découvert le monde du cocktail et du bar avec Acheteoria, évidemment, pendant 8 ans, avec la création de cocktails à la base pour montrer l'utilisation de nos liqueurs. Et puis après, c'est devenu quand même un petit passe-temps un peu favori. L'année dernière, Sturia m'a demandé de créer des accords pour leur caviar. Mm. Donc, je suis pas bartender. Et j'ai pas la technicité d'un bartender. Et parce qu'être bartender, c'est pas juste faire des formules, c'est plein d'autres choses aussi. En revanche, je suis vraiment un concepteur de boissons et d'expressions liquides qui se boivent. Et donc, du coup, je m'amuse encore maintenant à faire des créations toute seule chez moi parce que je trouve qu'il y a des choses chouettes. Et Eau des sirènes, c'est le côté, ouais, vraiment frais. J'aurais pu dire d'où m'est venue l'inspiration. Si j'avais fait des garniches en feuilles de riz, très belles, et en fait, avec des perles de tapioca, je trouvais que ça ressemblait un peu à une huître, en fait, Mm. euh, qui se mange en plus. Et donc, du coup, ça m'a inspiré le côté iodé. Et je me suis dit, ah bon, là, si les gens voulaient faire un truc, l'huître, la mer, on partirait dans quelque chose euh, qui est quand même frais, iodé, mais aussi surprenant, parce que ben il y a tout ce côté imaginaire de la sirène. Et donc du coup, c'est un assemblage d'eau d'huître, d'aloe vera, parce que moi je trouve qu'il y a quelque chose de très aqueux dans le goût de l'aloe vera, de très vert Mm. aussi, de pastis qui donne ce côté trouble, et j'oublie le reste. Mais c'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal. Après, il y a des ingrédients mystères, peut-être aussi. Ouais, Tu vois, que tu souhaites pas peut-être. nous révéler. Il faudrait que je regarde. J'en Mais en écris tout cas, plein. visuellement, c'était magnifique. Bah, merci. Moi, ça m'a Mm. marqué. Je me suis dit, mais c'est magnifique, ça donne envie de le boire. Trop bien. Effectivement. On va terminer cet échange, Marlène. Donc, si tu devais décrire notre échange, ça peut être par une boisson, un cocktail ou un parfum. Quelle serait-elle? Quel serait-il et pourquoi? Ah, je dirais le grand jeu de voyage imaginaire, qui est un parfum que j'aime beaucoup, qui est très cocooning, très moelleux, un peu comme ton pull en mohair, tu vois, sur les lactones. Enfin, et donc du coup, t'es venu chez moi un peu dans mon cocon comme ça. C'est un échange qui est assez intime d'une certaine manière. Et donc du coup, ce serait ça. Voilà. Un échange à la fois cocooning, doux et un peu introspectif aussi. Ouais. Bah, je te remercie, Marlène, pour cet échange. Avec plaisir, Anne-Laure. Merci beaucoup. Merci à toi. Cet épisode vous a plu? Je vous remercie sincèrement de l'avoir écouté. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser 5 étoiles et un avis sur votre plateforme d'écoute.
Vous souhaitez en savoir plus sur l'invité de cet épisode? Rendez-vous sur la page Instagram de Sens Figuré ou sur mon site internet Lisez, en lien en description de cet épisode. Ensemble, sentons pour que l'olfaction devienne la boussole puissante de nos intuitions sur les êtres que nous sommes et qui nous entourent.